Il t'a oublié, n'est-ce pas? Il a refait sa vie, il sourit sur des photos, il semble heureux, avec une autre. Et pourtant, quelque chose en toi ne lâche pas. Pourquoi? Pourquoi ce lien résiste-t-il autant, à la distance, et même à l'amour d'un autre? Ce n'est pas juste une obsession, c'est une énigme psychique que personne n'ose vraiment expliquer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi certaines connexions ne disparaissent jamais. Tu vas comprendre pourquoi il peut revenir, même avec une autre personne à son bras. Ce n'est pas une histoire de romantisme à l'eau de rose, mais de vérité inconsciente, d'archétypes puissants et de projections profondes. Et surtout, tu vas enfin saisir ce que ce lien dit de toi. Pourquoi tu t'y accroches? Pourquoi il revient quand tu ne l'attends plus? Et comment transformer ce retour en une libération ou en une renaissance? Parce que oui, il reviendra, mais la vraie question est, seras-tu prête? Seras-tu encore la même? Si ce sujet te touche, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et prépare-toi. Ce que tu vas entendre risque de tout changer, pas pour lui, pour toi. Il y a des liens qui ne se brisent pas, même lorsque tout semble avoir été dit. Une personne peut quitter ta vie, s'effacer de tes photos, ne plus apparaître dans ta boîte de réception. Et pourtant, elle continue de vivre quelque part, entre tes pensées. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le signe que quelque chose n'a pas été entièrement digéré. Ce phénomène se produit souvent lorsque l'amour n'a pas trouvé sa résolution. Quand une relation se termine sans véritable clôture, le cœur reste suspendu, accroché à un espoir flou ou à des scénarios non vécus. L'inconscient, lui, continue de travailler l'histoire en arrière-plan, comme une application qui ne se ferme jamais vraiment. Même si on commence une nouvelle relation, certains souvenirs continuent de se glisser dans les silences. Tu ris à une blague, et soudain, tu entends le rire de l'autre. Tu marches dans une rue, et un parfum t'écrase. C'est dans ces moments qu'on comprend que le lien est toujours là, non pas visible, mais vivant. Les neurosciences confirment que les émotions fortes créent des connexions durables dans le cerveau. Quand on a aimé intensément, on a formé un circuit émotionnel qui ne disparaît pas du jour au lendemain. Même après des années, il suffit d'un déclencheur pour que tout revienne comme une vague. C'est chimique, mais aussi profondément humain. Un exemple classique. Après 10 ans sans contact, tu reçois un message de cette personne. Ton cœur s'emballe, comme si le temps n'avait pas passé. Tu peux être marié, avoir des enfants, avoir construit une vie entière, mais cette étincelle, elle revient. Ce n'est pas un fantasme, c'est une mémoire vivante qui attendait le bon signal. C'est pour cela que certaines connexions sont si tenaces. Elles ne demandent pas la permission pour rester. Ce n'est pas qu'on les cultive consciemment, c'est qu'elles se sont enracinées dans des couches de nous-mêmes que la raison ne contrôle pas. Elles deviennent des fantômes émotionnels, doux, dérangeants, parfois obsédants. Alors faut-il les fuir? Mais pas forcément. Ce type de lien peut aussi devenir un miroir précieux. Il peut te montrer ce que tu n'as jamais guéri, ce que tu attends encore, ou ce que tu refuses d'admettre. Ce n'est pas une malédiction, c'est une opportunité d'exploration intérieure, à condition d'oser y plonger avec sincérité. Mais attention, ce lien peut aussi te piéger si tu ne le questionnes jamais. Il peut t'empêcher d'aimer à nouveau pleinement, ou te faire idéaliser une histoire qui n'a jamais vraiment existé. Et c'est là que commence une autre dynamique, plus subtile, plus inconsciente, celle de la projection. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Quand une personne marque profondément notre vie, il est facile de croire qu'elle était l'unique. Mais parfois, ce qu'on aime, ce n'est pas vraiment elle. C'est l'image qu'on a projetée sur elle. Selon Jung, on ne tombe pas amoureux d'un individu, mais de notre propre inconscient qu'on voit reflété dans l'autre. Ce mécanisme est subtil. On rencontre quelqu'un, on est attiré, fasciné, et très vite, on y voit des qualités idéales. C'est comme si cette personne complétait un vide, incarnait un rêve enfoui ou réparait une blessure ancienne. Ce n'est pas conscient, bien sûr. C'est automatique, puissant, irrationnel. Et pourtant, c'est réel. Tu peux penser que tu l'aimes parce qu'il ou elle est drôle, profond, différent. Mais souvent, ce que tu aimes, c'est la façon dont cette personne fait résonner quelque chose en toi. Un souvenir d'enfance, un besoin de sécurité ou une quête de reconnaissance. Tu ne vois pas l'autre, tu vois une projection de toi-même. C'est pour cela que certaines relations restent gravées, même quand elles étaient toxiques ou courtes. Parce qu'elles ont touché un point sensible, un archétype, une figure intérieure que tu portes sans le savoir. L'amour devient alors une scène de théâtre où ton inconscient joue son rôle, sans te demander ton avis. Et voici le piège. On croit que cette personne est irremplaçable, alors qu'en réalité,
c'est l'effet miroir qu'il était. On s'attache à l'émotion provoquée, pas forcément à l'individu réel. C'est pour cela que certaines connexions ne meurent jamais. Parce qu'on n'a jamais retiré la projection ni vu la personne telle qu'elle est vraiment. Jung appelait cela l'ombre de l'amour. Une ombre douce, mais envahissante. Une illusion qui nous fait chercher dans l'autre ce qu'on refuse de voir en nous. Tant qu'on ne récupère pas cette projection, l'histoire ne se ferme pas. Et la boucle recommence. Parfois avec la même personne, parfois avec une autre qui lui ressemble étrangement. Alors que faire? Le premier pas est d'observer. Te demander, est-ce que je l'aimais vraiment ou est-ce que j'aimais l'idée que je me faisais d'elle? Est-ce que je souffre parce qu'il est parti ou parce que mon rêve s'est brisé? C'est une question inconfortable, mais libératrice. Et quand tu commences à y voir plus clair, quelque chose change. Tu ne cherches plus à récupérer l'autre. Tu cherches à récupérer les fragments de toi-même que tu avais projetés. Et ce chemin mène à une découverte encore plus profonde. Celle des archétypes intérieurs qui façonnent ton attirance et ton destin relationnel. Il existe des liens amoureux qui ne peuvent pas être expliqués par la logique, ni même par l'histoire vécue. Ce sont des connexions qui semblent venir d'un autre plan, comme si elles étaient écrites quelque part avant même la rencontre. Jung appelait cela des archétypes, des figures universelles que nous portons en nous. L'archétype de l'âme sœur, par exemple, n'est pas une personne réelle. C'est une image intérieure, un idéal émotionnel et spirituel que chacun cherche sans le savoir. Quand quelqu'un, dans la réalité, correspond à cette image, l'effet est foudroyant. On a l'impression de se reconnaître dans l'autre, comme si c'était évident. Chez les femmes, c'est souvent l'animus qui se manifeste. Une figure masculine intérieure, forte, mystérieuse, parfois inaccessible. Et quand un homme incarne cette figure, même partiellement, il provoque une attirance magnétique. Pas seulement physique, mais existentielle. C'est comme si quelque chose disait « c'est lui ». Mais attention, ce n'est pas toujours le bon choix. Parce que l'archétype, lui, ne cherche pas le confort. Il cherche la transformation. Il appelle à une expérience qui va te remuer, t'ébranler, parfois même te briser, pour que tu puisses te reconstruire. L'âme sœur n'est pas toujours l'âme paisible. Elle est souvent l'âme épreuve. C'est pour cela que certaines histoires d'amour restent inoubliables. Pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles ont touché une corde invisible en toi. Elles ont activé un processus de croissance intérieure, de révélation personnelle. Ce n'était pas juste une relation, c'était une initiation. Et même si la personne s'en va, l'effet reste. Parce que ce qu'elle a réveillé en toi, personne d'autre ne l'avait fait avant. Tu peux la revoir des années plus tard, et tout remonte à la surface. Non pas parce que tu l'aimes encore, mais parce que ton inconscient reconnaît l'impact qu'elle a eu sur ton développement. Ce genre de lien est difficile à remplacer. Pas parce que cette personne est irremplaçable, mais parce que le symbole qu'elle représente reste vivant en toi. Elle devient une figure intérieure, un guide invisible, parfois une obsession. Et c'est là que la mémoire affective devient plus puissante que la réalité elle-même. Alors que faire avec ce lien? Le nier ne sert à rien, l'idéaliser non plus. Ce qu'il faut, c'est le comprendre, le traduire. Voir ce que cette relation dit de toi, de ton archétype, de ton parcours. Parce que tant que ce message n'est pas intégré, tu risques de revivre encore et encore la même histoire, sous une autre forme. Il est courant de croire qu'une nouvelle relation effacera la précédente. On pense que l'amour neuf va réparer les blessures anciennes. Mais très vite, la réalité frappe. L'autre est différent, les émotions sont différentes et surtout, ce vide persiste. Ce n'est pas une question de comparaison, c'est une question de profondeur. Quand une personne a activé un archétype fort en toi, aucune autre ne pourra simplement prendre sa place. Parce qu'il ne s'agit pas de place, il s'agit de fonction psychique. L'ancien amour occupait un rôle unique dans ton inconscient. La nouvelle relation, aussi belle soit-elle, ne peut pas jouer le même scénario. C'est comme si tu essayais d'écouter une musique différente en utilisant la même mélodie. Tu changes l'instrument, mais pas le rythme intérieur. Tu cherches inconsciemment les mêmes gestes, les mêmes mots, les mêmes frissons. Et quand ils ne viennent pas, tu te sens vide. Non pas parce que l'autre n'est pas assez, mais parce qu'il n'est pas lui. Beaucoup de gens vivent ce décalage sans le comprendre. Ils accusent la nouvelle personne d'être fade ou se reprochent de ne pas aimer assez fort. Mais le vrai problème est ailleurs. On cherche une substitution à une connexion unique. Et ça, malheureusement, ne fonctionne pas. Le cœur ne fait pas de copier-coller. C'est souvent à ce moment-là qu'on réalise. Ce n'est pas l'amour qu'on veut,
c'est l'émotion spécifique qu'on a vécue avec l'autre. Ce vertige, ce mystère, ce sentiment d'évidence. Et tant qu'on ne comprend pas ce qu'on cherche vraiment, on reste insatisfait, même dans les bras les plus sincères. Il arrive aussi que la nouvelle relation serve d'anesthésiant. On se jette dedans pour oublier, pour combler, pour ne pas ressentir. Mais l'ombre de l'ancien amour flotte toujours dans l'air. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle chuchote. Et ces chuchotements deviennent insupportables à long terme. Alors que faire? D'abord, ne pas mentir. Reconnaître que certaines relations sont là pour guérir, d'autres pour transformer, et d'autres encore pour révéler ce qui manque. La nouvelle relation n'est pas forcément mauvaise, elle est juste différente. Et elle mérite d'être vécue pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle doit remplacer, mais pour cela, il faut libérer l'espace intérieur. Faire le deuil symbolique de l'ancien amour. Comprendre ce qu'il représentait et pourquoi il continue de vivre en toi. Sinon, le passé continuera de frapper à la porte du présent. Et un jour, peut-être, cette porte s'ouvrira de nouveau. Tu crois que c'est fini. Tu as tourné la page, rangé les souvenirs, vécu autre chose. Et puis un jour, sans prévenir, un message arrive. Un rêve intense, une chanson, une odeur dans la rue, et voilà que tout revient. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le passé qui revient par la petite porte, celle du refoulé. Le refoulé, c'est ce que tu as enfoui, parfois volontairement, parfois pour survivre. Ce sont ces émotions trop lourdes, ces regrets, ces mots non dits. Tu ne les as pas oubliés, tu les as enfermés dans une pièce mentale, croyant qu'ils allaient disparaître. Mais l'inconscient, lui, n'oublie rien. Il attend, il prépare son moment. Et souvent, ce moment surgit quand tu es vulnérable, quand tu es en transition, en crise, ou en quête de quelque chose de plus vrai. L'inconscient n'a pas de calendrier, mais il a du timing. Il sait exactement quand te renvoyer ce que tu n'as jamais vraiment intégré. Et le choc peut être violent, ou salvateur. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes réapparaissent soudainement. Parfois, sans raison apparente, parfois au moment précis où tu commences à aller mieux. Ce n'est pas toujours un signe romantique, c'est un signe psychique. Ton inconscient, ou le leur, réclame une fermeture, une compréhension, une intégration. Un exemple simple, tu reçois un message après des années. Rien de spécial, juste un salut, comment tu vas? Et pourtant, tout s'agite en toi. Ce n'est pas le message en soi, c'est ce qu'il déclenche. Une alarme émotionnelle, un miroir, un test. L'univers ne te pousse pas à replonger, il te pousse à regarder en face. Car tant que le refoulé gouverne ton passé, il influence ton présent. Tu crois agir librement, mais tu réagis à des blessures anciennes. Tu choisis un partenaire, un travail, un mode de vie. Pour ne pas sentir à nouveau ce que tu as ressenti avec cette personne, tu n'évolues pas, tu évites. Mais le retour du refoulé n'est pas une malédiction, c'est une deuxième chance. Une invitation à revisiter, à comprendre, à transformer ce qui a été figé. Ce n'est pas pour raviver la douleur, c'est pour libérer ce qui restait coincé. Une sorte de dernier chapitre à écrire pour clore, enfin, cette histoire en paix. Et parfois, ce retour prend la forme d'un rêve, d'une synchronicité, d'un mot entendu dans un film. C'est subtil mais puissant. Et si tu prêtes attention, tu comprendras que ce n'est pas seulement ton passé qui revient, c'est peut-être un appel plus vaste. Une destinée encore inachevée qui cherche son chemin. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Tu te balades dans une ville que tu ne connais pas et tu tombes sur lui, ou elle, par hasard. Mais est-ce vraiment un hasard? Ces moments où le passé te retrouve dans le présent portent un nom, synchronicité. Jung les a décrits comme des coïncidences porteuses de sens. Pas un simple hasard, mais un message. La synchronicité se produit quand un événement extérieur reflète un état intérieur. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle, tu rêves d'un ex et il t'écrit. Ce n'est pas de la magie. C'est ton inconscient qui entre en résonance avec quelque chose de plus vaste. L'inconscient collectif, cette trame invisible qui relie tout. Quand deux personnes ont vécu une relation intense, leurs inconscients restent connectés, même après la rupture. Ils peuvent ne plus se parler, ne plus se suivre, mais au niveau symbolique, quelque chose continue. Et cette chose, parfois, orchestre des retrouvailles au moment le plus inattendu et le plus significatif. Tu crois que tu l'as croisé par hasard, mais si tu observes ta vie de plus près, tu verras que ce moment correspond à une transition, une ouverture, une blessure qui cicatrise ou qui s'ouvre à nouveau. C'est là que la synchronicité intervient. Pour te faire réfléchir, pas forcément pour te faire revenir. La tentation est grande d'interpréter ces événements
comme un signe de destin amoureux. Et parfois, oui, c'en est un. Mais le plus souvent, c'est un signe de ton propre processus intérieur. L'autre n'est pas toujours l'objectif, mais elle est le déclencheur de ta transformation. Il existe des cas étonnants de personnes qui se sont croisées à nouveau après 10, 20, 30 ans. Et leur connexion était intacte. Non pas parce qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, mais parce qu'ils avaient encore quelque chose à comprendre, à libérer, à compléter. Une boucle restait ouverte. Ces retrouvailles ne sont pas toujours romantiques. Elles peuvent être brèves, symboliques, silencieuses. Mais elles laissent une trace. Parce qu'elles montrent que tout n'est pas terminé, qu'un fil invisible tisse encore l'histoire. Et que ton inconscient veut te le rappeler, parfois avec délicatesse, parfois avec fracas. Et alors tu te demandes, est-ce qu'on doit répondre à cet appel? Est-ce que ce retour est une chance ou une répétition? Et c'est là que le silence prend tout son sens. Parce que c'est lui qui détient, souvent, les réponses les plus profondes. Le silence peut être insupportable. Il fait remonter ce qu'on croyait avoir enterré. Pourtant, c'est souvent dans ce vide que la vérité commence à émerger. Quand l'autre ne parle plus, quand les messages cessent, quand l'absence s'installe, c'est là que tu entends enfin ce que ta propre âme essaie de te dire. Beaucoup cherchent à combler ce silence par des distractions. Nouvelles rencontres, travail excessif, écran, sorties. Tout est bon pour ne pas entendre ce qui gronde à l'intérieur. Mais le silence ne disparaît pas comme ça, il attend. Et il parle. Par le corps, par les rêves, par cette sensation floue de manque. Ce manque, justement, n'est pas toujours celui de l'autre. C'est parfois un manque de toi-même. De la part de toi qui s'est perdu dans cette relation. Qui a projeté, aimé, souffert, espéré, et qui maintenant cherche à se retrouver. Le silence devient alors un guide, pas une punition. C'est dans ce vide que tu peux enfin voir ce qui s'est réellement passé. Dépasser l'histoire romancée, revenir à la réalité émotionnelle. Comprendre ce qui était vrai, ce qui était fantasmé, et ce qui doit être rendu à l'autre pour que tu puisses te réapproprier ta propre voix. Et il y a une chose que beaucoup découvrent dans ce silence, la transformation. Peu à peu, la douleur s'adoucit, les souvenirs se réorganisent, le regard devient plus clair. Ce n'est pas l'oubli, c'est l'intégration. Tu ne nies plus ce que tu as vécu, mais tu ne t'y accroches plus non plus. Paradoxalement, c'est souvent à ce moment précis que l'autre revient. Quand tu n'es plus en attente, quand tu n'as plus besoin de réponse. Parce que ton énergie a changé. Tu n'es plus celle ou celui qui attend, tu es devenu celui ou celle qui comprend. Et cette vibration, l'autre la sent, même à distance. Le silence révèle aussi la vérité des liens. Si tu n'écris plus et que l'autre disparaît, c'est que le lien tenait à ta seule énergie. Si au contraire, il revient de lui-même, sans provocation, alors il y a peut-être quelque chose d'authentique à reconsidérer. Mais même là, la question reste, est-ce que toi tu es encore la même? Car l'absence ne transforme pas seulement l'autre. Elle te transforme toi aussi. Et quand le moment du retour arrive, car il arrive parfois, tu n'es plus celle ou celui qui avait mal. Tu es quelqu'un de nouveau. Et c'est là que commence la vraie décision, accueillir ou tourner la page pour de bon. On attend souvent un retour comme on attend une promesse non tenue. Mais le plus troublant, c'est que lorsqu'il revient, quelque chose a changé. Ce n'est plus exactement lui, ce n'est plus exactement toi. Le temps a creusé ses sillons, l'absence a redessiné les contours. Et alors une question s'impose. Es-tu encore la même? Tu l'as peut-être idéalisé, rêvé, imaginé te dire ce que tu voulais entendre. Mais maintenant qu'il est là, en chair et en os, quelque chose cloche. Son regard n'est plus aussi magique. Ses gestes ont perdu leur mystère. Ou au contraire, tout est pareil, mais toi, tu n'es plus au même endroit intérieur. Ce décalage peut être bouleversant. Tu as changé, tu as grandi. Tu as souffert, compris, guéri certaines choses. Et maintenant, tu le vois avec d'autres yeux, plus lucides, moins romantiques. Et peut-être que ce retour tant attendu n'est plus un rêve, mais une épreuve de clarté. Certaines retrouvailles ont un goût amer. Non pas parce que l'autre est mauvais, mais parce qu'on réalise que ce qu'on cherchait n'existe plus. Ou qu'il n'a jamais vraiment existé. Et là, un grand vide peut apparaître. Un vide de désillusion, mais aussi de libération. Car voir clair, c'est se libérer de l'attente. Mais ce retour peut aussi être une chance. Une possibilité de se redécouvrir différemment. Non plus par besoin, mais par choix. Non plus par manque, mais par présence. À condition que les deux aient évolué. Car si toi tu as changé, mais que lui est resté dans le passé,
alors la dynamique risque de se répéter. Pose-toi cette question honnêtement. Si cette personne entrait dans ta vie aujourd'hui sans passé commun, l'aimerais-tu? T'attirerait-elle encore? Ou est-ce juste le souvenir que tu veux retrouver? Cette réflexion peut faire mal, mais elle est essentielle pour choisir en conscience, et non par nostalgie. Lui, il reviendra peut-être. Par orgueil, par amour, par regret, peu importe, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il fera, c'est ce que toi, tu es devenu. Es-tu prête à revivre cette histoire? Ou à en écrire une nouvelle, avec lui ou sans lui? Parce que parfois, ce qu'on appelle retour, c'est juste une invitation au choix final. Et peut-être que ce retour n'est pas là pour tout recommencer, mais pour te permettre de fermer ce qui n'avait jamais été clos. Non pas pour revivre, mais pour repartir, plus libre, plus forte, plus toi. Et maintenant que tu sais tout cela, que vas-tu faire de ce silence qui s'est transformé en réponse? Et maintenant? Maintenant que tu comprends pourquoi il revient, pourquoi ce lien persiste, pourquoi certaines connexions nous traversent comme des orages sans fin, que vas-tu faire? Vas-tu rouvrir la porte à cette histoire? Ou refermer enfin ce chapitre, non pas avec douleur, mais avec clarté? Parce qu'il ne suffit pas qu'il revienne, il faut que tu sois prête, que tu sois consciente, que tu sois alignée avec la personne que tu es devenue. L'amour non résolu est un miroir. Il peut te guérir ou te détruire, tout dépend de ce que tu choisis d'y voir. Alors pose-toi la vraie question, est-ce que tu veux qu'il revienne? Ou est-ce que tu voulais simplement que ce lien ait un sens? Parfois, ce que l'on attend de l'autre, c'est en nous qu'on doit le retrouver. Et c'est là que commence la véritable transformation. Si ce que tu as entendu ici a fait écho à ton histoire, laisse un commentaire, partage ta réflexion. Tu n'es pas seul. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et surtout, n'oublie jamais que tu n'as pas besoin que quelqu'un revienne pour te retrouver toi-même.